bienvenue. Merci d'être là ce soir. On n'espérait pas avoir autant de monde entre le débat télévisé de l'entre-deux-tours et le mauvais temps. Donc merci et bienvenue. Ravi de vous accueillir chez Agnès B pour cette deuxième rencontre laser en partenariat avec Leonardo Olatz et la Diagonale Paris-Saclay. Juste un petit rappel rapide des deux fils rouges qui ont guidé un peu la programmation annuelle de ces soirées. Le premier, c'est les projets soutenus par la Diagonale. Dans chaque soirée de laser, il y a donc au moins un projet soutenu par la Diagonale Paris-Saclay. Deuxième fil rouge, c'est un fil rouge plus thématique autour de la thématique de l'anthropocène, du rapport au vivant, en préfiguration d'un projet qu'on prépare pour 2018 qui va s'intituler Transition et esthétique de l'anthropocène. Donc voilà, dans chaque rendez-vous, chaque rencontre laser, il y a minimum un projet qui a un lien avec ces thématiques. Je cède la parole à Annick Bureau maintenant, qui va vous présenter les intervenants et la soirée. Bonne soirée. Merci. Donc pour les... Voilà. Pour les adeptes des réseaux sociaux, vous avez le login du lieu, donc je vais vous laisser un petit moment. Et je vais présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas les rencontres laser, donc ce qu'on fait et ce que c'est, avant de présenter les intervenants. Donc les rencontres laser, c'est le Leonardo Art Science Evening Rendez-vous. Ce sont des rencontres semi-formelles où on a à la fois des présentations organisées et ordonnées avec des gens qui exposent ce qu'ils font et des questions et un débat organisé et des moments d'échange informel entre nous tous ici présents qui ont lieu à la pause et qui ont lieu à la fin de la rencontre, le tout autour d'un verre. Donc les rencontres laser, ce sont des rencontres art-sciences où artistes et scientifiques viennent parler des projets qu'ils ont portés, que ce soit de la création artistique et ou de la recherche scientifique ou de la recherche artistique et de la création scientifique, comme on voudra. Ce sont des rencontres qui ont été initiées, c'est un programme de Leonardo Izast, et ce sont des rencontres qui ont été initiées en Californie en 2008 par Piero Scaruffi et qui ont progressivement essaimé dans diverses villes dans le monde. Donc Leonardo, c'est la plus ancienne revue Art Sciences Technologie qui a été créée à Boulogne-Billancourt en 1968, donc nous fêtons nos 50 ans, qui depuis en 50 ans a développé tout un ensemble de choses, donc des publications, revues et livres imprimés et en ligne. Nous sommes édités par MIT Press aux États-Unis. C'est aussi une chaîne de podcast qui s'appelle Creative Disturbance, avec la particularité qu'on essaye d'avoir des podcasts dans des langues différentes, évidemment avec une majorité d'anglais, mais aussi du français, de l'espagnol, du turc, du swahili, de l'arabe et peut-être d'autres choses, parce que je ne suis pas tout ce qui se passe. C'est aussi plus récemment un agrégateur Art Sciences Technologie qui s'appelle Arteca et qui donc est porté par MIT Press, enfin qui est soutenu par MIT Press. Pour l'ensemble de nos actions, nous sommes dans une approche résolument internationale, interdisciplinaire et ouverte au multilinguisme. En ce moment, le mot-clé au sein des équipes de Leonardo, c'est hétérogénéité. Et pour ma part, il y a un autre terme que j'aime bien, qui est biodiversité culturelle. Donc, en gros, où on essaye de favoriser la biodiversité humaine contre le culturel, contre la consanguinité, on va dire. Les rencontres laser sont donc co-organisées à 3, avec le fonds de dotation Agnès B, qui est le lieu qui nous accueille ici ce soir, avec la Diagonale Paris-Saclay, à qui je vais passer la parole, et avec Leonardo Olatz, dont je vous dirai 2 mots après. Merci. Donc on est très heureux de vous voir tous réunis ce soir pour notre deuxième rencontre laser. Effectivement, donc la Diagonale Paris-Saclay en fait est le service sciences et sociétés de l'Université Paris-Saclay, qui est une université qui regroupe en fait plusieurs établissements, donc qui est très hétérogène, multidisciplinaire.
Donc il y a des établissements, il y a des universités, des écoles d'ingénieurs, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, globalement localisés dans le sud de la région parisienne. Nous, à la Diagonale Paris-Saclay, on soutient et on accompagne en fait des projets arts et sciences avec une petite spécificité justement. Voilà, il y a différentes modalités de partenariat arts et sciences et donc la Diagonale étant implantée dans une université, dans son cœur, les projets que nous soutenons sont des co-créations entre les artistes et les scientifiques, donc avec une implication assez forte des deux parties. Tout au long de la réalisation du projet. Donc, Claire et Karine sont un des projets qui a été soutenu. On travaille sur un projet qui a été soutenu par la Diagonale, donc elles nous expliqueront tout ça tout à l'heure. On fonctionne en fait sur des appels à projets. Donc on en a relancé en 2017. On a une dernière session de sélection qui est en cours là pour l'appel à projet qu'on appelle coup de pouce. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser ou à regarder sur le site internet de la Diagonale Paris-Saclay. La clôture, c'est le 10 mai pour rendre le dossier de candidature. Et donc au-delà de ces appels à projets, on organise également un festival, qui est le Festival Curiositas. Vous avez reçu le programme qui vient de sortir. Donc c'est très bientôt, c'est dans 2 semaines, à partir du 18 mai. Donc vous pourrez voir la plupart des projets qui ont été soutenus en 2015. Donc il y a environ 16 installations et 10 événements qui sont entièrement gratuits et l'entrée est libre. Et pour finir, voilà, on essaye aussi d'animer en fait la communauté des personnes intéressées par l'art et sciences. Donc on a des groupes de travail, on essaye de se réunir pour discuter des différentes modalités de l'art et sciences, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas aussi des fois. Donc c'est aussi pour ça qu'on est partenaire ici ce soir, parce que pour nous c'est vraiment riche ces rencontres et l'objectif c'est aussi de pouvoir justement interagir entre les différentes communautés, des organisateurs et puis toutes les personnes présentes ici. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions après à venir me voir. Voilà, donc je vais terminer en disant 2 mots de présentation de Leonardo Olans. Donc Leonardo Olans, qui est le co-organisateur des rencontres Laser Paris ici ce soir, c'est la branche franco-européenne de Leonardo Isast. Notre action est évidemment Art Sciences Technologie, mais avec une activité qui est essentiellement des publications en ligne via un site web, des podcasts, et on alimente la plateforme Creative Disturbance. Et aussi l'organisation de rencontres comme ce soir, avec enfin des partenariats dans des projets à sciences européens, par exemple le projet FIT récemment, qui est Future Emerging Art and Technology, dont l'exposition vient d'ouvrir, donc des artistes en résidence, donc des laboratoires scientifiques, avec l'exposition qui vient d'ouvrir à Dundee et qui devrait arriver à Bruxelles, un peu plus près de chez nous, au mois de septembre. Art Sciences, la thématique Art Sciences est devenue une thématique porteuse en ce moment, depuis quelques années. On a de plus en plus d'acteurs présents sur ce domaine, sur ce territoire, avec des modalités, des formes, des pratiques extraordinairement différentes, très diverses, avec des approches différentes, des philosophies différentes. Et à travers les rencontres Laser Paris, en tout cas moi ce qui m'intéresse aussi de porter, c'est cette diversité. De séance après séance, de montrer les différences de pratiques et les différences de modalités de collaboration. FIT est une modalité, puisque fait la Diagonale Paris-Saclay en est un autre. Et ce soir, on a la chance d'avoir 3 présentations qui chacune va exemplifier des modèles différents, ou en tout cas des pratiques différentes. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de soulever avec vous, avec les intervenants et avec vous, un certain nombre de questions, et il y en a beaucoup, qui ont trait à ces créations Art Sciences. Bon, par exemple, est-ce que la collaboration entre artistes et scientifiques est indispensable pour une création Art Sciences, ou bien est-ce qu'il y a d'autres formules qui peuvent exister? Où mettons le curseur entre intégrité artistique et véracité scientifique dans ces projets et dans ces créations, et c'est l'objet de très nombreux débats. Voilà, et plein d'autres questions qu'on va pouvoir, j'espère, discuter. Donc ce soir, nous aurons 3 présentations. J'ose plus me servir de cette chose.
Le duo Karine Bonneval et Claire Damezan pour le projet d'Andromité qu'elles ont réalisé dans le programme de la Diagonale Paris-Saclay, qui sera suivi par une pause, mais qui sera suivi après par François-Joseph Lapointe sur son travail de l'ADN au microbiome, et enfin avec Anna Rivakovitz sur les capteurs d'humidité, les attrapeurs d'humidité, on en reparlera. C'est intéressant de voir que dans cette soirée, il y a une sorte de fil rouge, de fil ténu qui relie ces trois présentations qui toutes portent sur l'invisible et, entre guillemets, sur une partie, sur des délaissés qu'on découvre ou qu'on redécouvre, mais on y reviendra aussi lors des débats. Donc, on va laisser la place à Karine Bonneval et Claire Damezan que je vais présenter. Je crois que j'ai oublié. Oui, exercez-vous. Donc, Karine Bonneval est à gauche, c'est une artiste. Elle a un travail, son travail et sa création portent sur nos relations au vivant, et notamment sur le vivant végétal, et notamment avec les arbres. Les arbres qui vont de la forêt guyanaise, en passant par les arbres de Berlin, jusque dans des serres aussi, et dans une modification cosmétique des plantes. Donc elle va nous présenter tout ça. Peut-être pas tout. Enfin, quelques exemples. Claire Damezan est écophysiologiste, elle nous expliquera ce que ça veut dire, écophysiologiste, au laboratoire ESE, qui est Écologie systématique et évolution, qui est un laboratoire de l'Université de Paris-Sud, CNRS et AgroParisTech. Et son thème de recherche, c'est comment les arbres font face aux contraintes de leur milieu, aux contraintes de l'environnement, quelles qu'elles soient, et dans une approche expérimentale, donc on n'est pas dans une approche théorique, et elle étudie notamment la respiration des arbres, et toutes les deux on fait ce projet d'Andromité. Voilà. Bonsoir. Ce que je voulais faire, c'était peut-être vous présenter, comme on a des temps un peu courts, je vais surtout partir de quelque chose qui a été pour moi une rencontre vraiment très symbolique et très forte avec la forêt. C'était en 2010, c'était en Guyane, et je suis rentrée pour la première fois dans la forêt primaire. Et pour moi, ça a été au départ une expérience très forte et limite effrayante, parce que j'avais l'impression de rentrer à l'intérieur d'un organisme vivant complet. Et ce choc-là, cette expérience-là, m'a amené à réfléchir sur la manière dont moi-même, en tant qu'occidentale aujourd'hui, je considérais justement le vivant, ce vivant notamment végétal qui m'entourait. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'ai ensuite pu théoriser grâce aux écrits notamment de Philippe Descola, qui justement parle beaucoup de comment en Occident on s'est mis très progressivement au sommet d'une pyramide du vivant en tant qu'humain en Occident, et comment on a oublié qu'on faisait plutôt partie d'un biotope complet, qu'on n'était plus dans un rapport comme ça, on était dans un rapport hiérarchisé plutôt. Et là, cette image-là, c'est simplement une image, un extrait d'un film que j'ai tourné en forêt primaire, donc guyanaise, en compagnie d'un village Hmong qui fait de la culture aussi sur Brûlis à l'intérieur de cette forêt, une culture maraîchère. Et ce personnage est un Wildermann, donc on le voit beaucoup maintenant dans notamment les photos de Charles Frégé. C'est ce personnage qui symbolise le passage entre la nature et la culture. C'est comment maîtriser le sauvage qui est dans cette nature, ce sauvage qui nous fait peur, et comment on le jardine, on le cultive. Parce que notre rapport au vivant végétal, il est avant tout sur cette notion de domestication, appropriation pour nos biens, pour nos besoins matériels bien sûr, mais aussi pour des besoins aussi de décoration, d'agrément.
je me suis intéressée à l'arbre particulièrement parce que en tant que végétal, c'est un gros spécimen qu'on peut toucher, qu'on peut embrasser et qui vit longtemps. Donc j'ai eu la chance de faire une résidence à Berlin où j'ai plus particulièrement sélectionné 19 arbres remarquables qui avaient une histoire croisée avec les hommes de Berlin et son histoire, mais ça pouvait remonter jusqu'au Huguenot, donc une histoire qui n'est pas limitée à l'histoire récente de Berlin. Et je suis allée tout simplement toucher les arbres et j'ai enregistré le son que faisaient mes mains sur leur écorce. Et la pièce est en fait un système racinaire. Merci. Un système racinaire de 5 mètres de long dans lequel on peut pénétrer et on touche des embouts qui déclenchent les sons en fait environnants et du son de l'écorce de l'arbre, mais aussi le son de la ville de Berlin dans les 19 différents lieux. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce stade de mon travail, j'ai senti justement le besoin d'aller plus loin en croisant mon approche sensible, mais qui manquait un peu d'assises scientifiques, par justement des données qui viendraient d'un apport complètement extérieur avec d'autres méthodologies. Et quand j'ai vu l'appel à projet La Diagonale, j'avais pas du tout de lien, moi, avec les scientifiques a priori. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement contacté les gens de la faculté qui ont lancé l'appel en mettant un lien avec mon travail. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Claire. Oui, en fait, c'est très bien tombé. Dès que j'ai reçu le message, en fait, j'ai répondu parce que ça tombait pile à un moment donné où j'avais envie d'élargir les frontières de la science, en fait, de m'autoriser dans mon travail à porter un regard, j'allais dire presque le regard sauvage dont tu parlais juste avant. Donc on s'est rencontrés pour la première fois dans le laboratoire où je travaille, donc dans une équipe qui s'appelle écophysiologie ou la végétale. Le micro. Et donc, on est allé sur le terrain avec Karine, je vais expliquer un peu aussi ce que c'était que l'écophysio. On ne va pas aller sur le terrain ensemble, mais je vais vous expliquer l'écophysiologie végétale. Donc, c'est une branche de l'écologie scientifique. De manière générale, l'écologie scientifique, c'est l'étude des interactions entre êtres vivants, quels qu'ils soient, et le milieu de vie et l'environnement. Et donc cette étude peut se décliner à différentes échelles, paysages, écosystèmes, mais aussi individus, et c'est le sujet de l'écophysiologie qui se situe à l'échelle de l'individu. Alors donc voici en forêt, pas boréale ni tropicale, mais Fontainebleau. Et donc on étudie notamment le fonctionnement de ces forêts. Alors plus précisément ce qu'on fait, c'est on examine les échanges de matière et d'énergie entre cette forêt et l'atmosphère, son environnement. Et on voit comment c'est régulé par le climat, les changements de variation climatique. Donc on s'intéresse plus précisément au bilan de carbone de cette forêt, sachant que le carbone qui rentre dans la forêt vient du CO2 dans l'air, il rentre par le processus de photosynthèse, et ensuite il repart un jour ou l'autre sous forme de il devient de la forêt, donc matière organique dans la forêt, il repart sous forme de respiration et retourne dans l'air. Donc une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que la forêt est un puits ou une source de carbone? Et en fait, la forêt est un puits de carbone quand la photosynthèse, les entrées de carbone sont plus fortes que la sortie. Alors, avant, on pensait que les entrées de carbone étaient relativement massives par rapport aux sorties de carbone. Et il y a quelques années, on a fait des mesures assez précises et on s'est aperçu, peu importe les chiffres, mais en fait que les entrées de carbone et les sorties de carbone soient à peu près du même ordre de grandeur. Ce qui veut dire que c'est comme en fait si vous faites vos comptes, si les entrées et les sorties sont proches, vous pouvez vite basculer d'un bilan positif à un bilan négatif. Donc c'est le cas pour la forêt. Avec les changements climatiques, il est possible qu'on ait un basculement. Actuellement, en fait, la photosynthèse, la photosynthèse, en fait, donc les entrées de carbone sont supérieures à la respiration, donc les forêts sont un puits de carbone. Et il est possible qu'avec les changements de climat et l'augmentation du CO2, on bascule en fait vers un autre système où la respiration, les sorties de carbone soient dominantes par rapport aux entrées. Et donc ça serait, la forêt serait moins, moins compenser les émissions de CO2 anthropiques. Et ça a été déjà constaté en 2003, vous vous rappelez l'année de la sécheresse, où il a été visualisé que pendant la sécheresse de 2003, pendant l'été, les forêts européennes, ici, ont eu un bilan négatif de carbone, ça veut dire qu'elles relarguaient plus de CO2 dans l'atmosphère qu'elles en prenaient, ce qui est extrêmement rare pour des forêts européennes en plein été.
Alors dans notre équipe, en fait, on mène 3 approches en parallèle pour l'étude des bilans de carbone. On a des mesures à l'échelle de l'écosystème, on a des mesures à l'échelle de l'individu, c'est ce que je fais, l'écophysiologie, et il y a des modélisateurs. Alors les mesures à l'échelle de l'écosystème, pour ces flux, ces échanges de CO2 et d'eau, en fait, on appelle des tours à flux qui sont installés dans la forêt. Donc nous, on gère une tour, enfin l'équipe gère une tour près du massif de Fontainebleau, à Barbeau. Et en fait, la majeure partie des images qui sont tournées pendant l'unité ont été établies, enfin réalisées sur ce site. Pour vous donner un exemple plus général, les tours à flux, ces systèmes d'échange gazeux à l'échelle de l'écosystème, vous voyez qu'il y en a un peu partout dans le monde, et toutes les données sont rassemblées dans un réseau international qu'on appelle le réseau Flux. Alors juste quelques exemples d'autres tours à flux, beaucoup plus impressionnants en hauteur, parce qu'il faut qu'ils dominent la forêt, voilà, en forêt tropicale. Alors à chaque fois, sur le sommet de ces tours, vous avez une plateforme avec plein d'appareillages qui mesurent les flux de CO2, mais aussi d'eau, d'ozone et d'autres gaz. Alors en ce qui concerne les mesures à l'échelle de l'individu, donc l'écophysiologie végétale, donc moi, en ce qui me concerne, je vais sur le terrain, je fais des mesures sur le terrain, sur les arbres adultes. Je fais parfois des mesures en cours, sur des conditions plus contrôlées, et puis c'est complété par des analyses en laboratoire, par exemple des analyses chimiques ou des observations en microscopie. Alors, plus précisément, moi j'ai 3 axes de recherche. Je travaille sur les cernes, pour constituer l'histoire de vie des arbres. Je travaille aussi plus récemment sur les dépérissements forestiers, parce qu'en fait, actuellement, ils se manifestent de plus en plus. Et puis, de manière plus générale, j'étudie la gestion du carbone au sein de l'arbre. Et c'est ce thème-là qui fait le sujet de notre revue avec le carbone. Donc, j'ai dit, le carbone, il rentre dans la forêt. Comment il rentre? Quelles sont les portes d'entrée? En fait, ce CO2 dans l'air, il rentre par des petits trous à la surface des feuilles. Donc, on appelle des stomates, c'est tout petit, on ne voit pas. Et une fois que ce carbone il est dans l'arbre, qu'est-ce qu'il devient? En fait, il rentre dans les cellules et il devient de la matière organique. Donc par la photosynthèse. Et ensuite, le carbone est distribué dans tout l'arbre. Et donc il va jusqu'aux racines, puis ensuite aussi jusqu'au sol. Et qu'est-ce qu'il fait après? Et bien, un jour ou l'autre, comme je vous ai dit, il va redevenir du CO2. Donc il va repartir sous forme de respiration. Donc en fait, quand vous êtes dans la forêt, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la photo de la forêt, tout respire. Il y a des flux de CO2 en permanence issus du sol, issus des branches, des feuilles et des troncs. Donc et nous, on mesure ces flux de CO2 grâce à des chambres. Vous avez quelques exemples ici. Hein. On peut installer sur les branches, on peut installer sur les troncs, par exemple. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir plus précisément où va le carbone dans la forêt et combien de temps il reste avant de ressortir sous forme de CO2. Donc on a fait des expériences qui relèvent d'un projet qui s'appelle CAS, Carbon Allocation to Tree and Soil. Et on a même trouvé un chat sur le site d'ailleurs, mais c'est pas sûr. Et alors, voilà, c'était un peu ambitieux d'un point de vue terrain parce qu'il fallait préparer les arbres 1 an à la création. Et ensuite, on a commencé les expérimentations, nous avons fait des marquages sur les arbres. Donc on a utilisé à nouveau des chambres, qu'on appelle incubation, on a entouré le pied des arbres, toutes les branches des arbres, d'une chambre pour injecter du CO2 mais marqué. On va pouvoir repérer une fois qu'il est rentré dans l'arbre. Alors ensuite, comment on le repère? On le repère, on met encore des chambres, on met des chambres sur les troncs, sur le sol, et le CO2 marqué rentre dans ces chambres et est détecté par ce qui est dans la roulotte ici, qui est un appareil qu'on appelle le TDLS et qui repère ce CO2 marqué. Donc, on va obtenir en fait ce genre de cours, par exemple, où on va voir que le CO2 marqué arrive au bout de tant d'heures après l'injection au sommet de l'arbre, arrive au bout de tant d'heures après l'injection au bas de l'arbre, et on va pouvoir réduire en fait la circulation, la vitesse de circulation du carbone en fait au sein du système arbre au sol. Et là, par exemple, il va ressortir au bout d'une vingtaine d'heures. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais un peu vous illustrer à travers ça, c'est qu'on voit bien que le carbone circule. Le carbone circule une fois dans l'air, une fois il est dans l'arbre, une fois il est dans le sol, une fois il est dans les bactéries, une fois il est dans le poumon, on va le rejeter. Donc tout c'est ce qu'on appelle nous les cycles biogéochimiques en écologie. C'est très dépendant du climat, mais aussi des actions anthropiques. Et un des processus, on l'a vu, c'est la respiration qu'on mesure avec les chambres qu'on a déjà observées.
Et je laisse la parole à Marie dans ses chambres. Donc en fait, Claire m'a expliqué tout ça brièvement, mais ensuite on est parti assez directement sur le terrain. Et moi j'ai retenu le mot chambre, parce que c'était assez étonnant de voir, même si bon, on voit ces éléments en plastique qui sont greffés sur des troncs, ça m'a paru, en termes de vocabulaire, moi qui essaye de rappeler voilà, cette intimité qu'on a perdue avec l'arbre, le mot chambre forcément a été très parlant pour moi. Et puis aussi cette histoire des respirations, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en commun avec tous les végétaux, c'est qu'on respire. Mais évidemment, les systèmes de respiration des végétaux n'ont rien à voir avec les nôtres. Et comment voir ce CO2 qu'on expulsait quand j'ai vu ces grandes chambres, surtout les grandes, là c'est la petite, mais ensuite il y a aussi les grandes qui entouraient tout le feuillage, ça m'a inspiré l'idée de pouvoir peut-être à un moment donné voir cette respiration de l'arbre qui est continue et sur tous les éléments de l'arbre, enfin surtout voilà, du bout des feuilles jusqu'à la pointe des racines, et en même temps qu'on puisse peut-être croiser nos respirations avec l'arbre et qu'à un moment donné on le voit. Mais évidemment le CO2 c'est invisible. Les traceurs que tu utilises, ça ne marchait pas. Et donc, je me suis penchée sur Internet. Et j'ai trouvé une expérience qui avait été faite avec des caméras FLIR. Donc, c'est une boîte qui fait beaucoup de caméras thermiques, mais avec plein d'options différentes, plein de spécificités. Et celle-ci, notamment, avait été utilisée pour visualiser les bulles de champagne. Et les bulles de champagne, c'est du CO2. Donc, du coup, j'ai contacté l'entreprise FLIR en fait pour avoir des détails sur les spécificités, les seuils de détection du CO2 pour savoir quelle caméra on pouvait utiliser éventuellement sur le terrain pour le projet qu'on voulait mener. Et donc, sachant le coût, on ne pouvait pas se permettre de l'acheter, donc en fait ils nous l'ont prêté. C'était une expérience assez étonnante. On a vu une berline débarquer en forêt de Barbeau, donc à côté de Fontainebleau, une berline noire avec un homme en costume noir avec des lunettes de soleil. Il a sorti une mallette noire. Et on avait l'impression qu'on achetait des ogives nucléaires, un truc comme ça. Il a fait clac, il nous l'a montré, il a fait ta, et hop, il est parti. Il a dit on se revoit dans 2 jours et on s'est donné rendez-vous sur une aire d'autoroute. C'est encore pire. Voilà, mais en tout cas, ils ont eu la gentillesse de me la prêter simplement parce que ça les intéressait pour un peu justement ce qu'on pouvait en faire avec. Donc je reviens à l'histoire de la chambre. Et donc l'idée était aussi pour pas être perturbée, parce que cette caméra visualise les flux de CO2, donc le CO2 en mouvement, et pour recréer une intimité avec un arbre, et particulièrement son tronc, j'ai j'ai aménagé le protocole scientifique de manière à faire une sorte de dôme géodésique, on ne le voit pas forcément sur la photo, mais qui entoure l'arbre. Donc on rentre à l'intérieur de ce dôme et on se retrouve face à l'arbre. Et c'est du plastique, alors je vous le mets très rapidement. Est-ce que tu peux passer les images rapidement? En fait, donc c'est un montage, voilà, c'est un kit et on monte ça autour de l'arbre très rapidement. Et ça permet comme ça d'avoir aussi quelque chose qui ne dégage pas, attends, arrête-toi là, merci, qui ne dégage pas de CO2. Et là par contre, Claire va faire la pratique qu'elle connaît, parce que ce qu'on avait testé sur le terrain avant, c'était que le souffle de l'arbre, il est très ténu par rapport à nous. Lui, il respire en continu, donc c'est partout et en continu. Nous, on inspire, on expire avec nos poumons, donc ça n'a rien à voir avec notre respiration. Et que pour que la caméra, grâce à l'IRGA, d'ailleurs, tu as montré déjà ? Voilà, grâce à un instrument de mesure que Claire va vous montrer, on avait testé que le taux de CO2 que pouvait visualiser cette caméra, il fallait laisser une cloche de l'ordre de la chambre qu'elle utilise d'habitude 24 heures sur un tronc d'arbre. Voilà. Oui, en fait là j'installe juste le thermostat qu'on utilise pour rendre les chambres hermétiques collées sur le tronc. Et donc c'est une pâte spéciale qui est neutre vis-à-vis du CO2, qui n'absorbe ni du CO2 ni on le relâche pour que ça soit avec des mesures adéquates. Et voilà, donc après on a installé une chambre, qui n'est pas les chambres habituelles que j'utilise. Et par la suite, je crois que c'est après, donc on a mesuré, voilà, à droite en bas, vous avez l'appareil qu'on utilise parfois sur le terrain, donc il y a un IRGA pour mesurer la teneur en CO2 dans la chambre et voir la vitesse de libération du CO2 par le tronc. Oui, parce que c'était vraiment un enjeu, c'est-à-dire qu'on a monté ce projet pendant longtemps, en fait on a mis à peu près 1 an déjà à obtenir quelle caméra il fallait, est-ce qu'on pouvait la voir, est-ce qu'on pouvait la louer, est-ce qu'on pouvait nous la prêter, mais on n'était pas du tout sûr que ça marche. Donc, jusqu'au jour où ouais, voilà, c'était un peu l'angoisse.
Et là, par contre, c'était un jour, c'était quoi 15 jours avant qu'on fasse on avait déjà la caméra, et 15 jours avant, on a enfin pu tester que oui, effectivement, on avait un tour qui normalement était visible pour la caméra. Donc c'est une caméra qui est assez simple, on dirait voilà, c'est entre le vieux caméscope et l'appareil photo. Voilà, et donc, voilà tel que c'est, donc en forêt de Barbeau, sur cette station biologique que vous a décrite Claire, donc c'est pour ça qu'il y a du grillage derrière et tout, mais ça nous permettait de laisser en place le matériel sur plusieurs jours, voilà. Donc on a choisi de vous montrer un extrait du film qui est le plus parlant. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est en fait c'est là où vient justement mon interprétation artistique, c'est-à-dire que tout ce dispositif est déjà détourné, c'est-à-dire que c'est pas des protocoles scientifiques. Et pour des raisons de temps, j'ai choisi de vous montrer que l'extrait final qui montre vraiment le plus clairement, on va dire, le souffle de l'arbre. Et ce film, j'ai réalisé donc avec Gabriel Reiner, qui est ici ce soir pour le montage, et Jean-Michel Ponty pour la bande-son, qui a créé une bande-son spécifique à partir d'instruments préparés et de morceaux de bois. Donc il n'y a aucune retouche d'image, c'est vraiment, en fait c'est une caméra thermique mais à objectif refroidi. Et l'image est telle qu'on l'a eue. Donc quand on est à l'extérieur du dôme, on a quelque chose qui est de l'ordre du blizzard, du CO2 ambiant et de sorte de pulsation. Et je voulais vraiment qu'on garde ce côté quasi rituel d'un contact privilégié avec un arbre qui déclencherait voilà, des sentiments un peu singuliers. Donc c'est vraiment ça le souffle de l'arbre, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment croiser nos respirations parce qu'en fait ça disparaîtrait complètement dans la note qui est une sorte de souffle du dragon alors que l'arbre c'est une sorte de petit signal de fumée très ténue, genre pout. C'est un peu terrible. Mais ce que j'aimais beaucoup c'est que ça c'est vraiment des choses qui se sont dégagées en faisant le film, c'est qu'il y avait une grande sensualité, il y a encore des images. Une grande sensualité qui se dégageait aussi de ce rapport comme ça où on touche l'arbre, on respire avec l'arbre et c'est comme une sorte de baiser finalement avec l'arbre. Mais ensuite, on a eu aussi un autre partenaire que Claire va vous expliquer beaucoup mieux que moi, mais j'ai aussi expérimenté ce que j'avais expérimenté à Berlin sur simplement avoir un contact des mains sur le tronc de l'arbre. Il s'est avéré que finalement c'était aussi une rencontre de choses invisibles, c'est-à-dire la rencontre des micro-organismes du tronc de l'arbre et des micro-organismes de la main. Oui, ce que je trouve fascinant, en fait, en plus de ces flux d'énergie, en fait, de matière qui sont en permanence entre l'arbre et l'environnement, c'est qu'il y a vraiment un lien en fait, entre ce macro-organisme qui est très visible et plein de micro-organismes. Nous aussi, notre surface, notre peau est remplie de micro-organismes, et donc les individus végétaux aussi. Et ils ont été beaucoup étudiés au niveau du sol, enfin, les interactions micro-organismes, macro-organismes ont été beaucoup étudiées au niveau du sol, notamment en forêt. On commence à étudier aussi l'ensemble des communautés bactériennes sur les feuilles, mais ça n'a encore jamais été fait à ma connaissance sur les écorces. Et en fait, à travers ce projet, ça a été aussi l'occasion de commencer à amorcer cette approche scientifique sur les communautés de bactéries sur les écorces. Donc là, on a quelques photos en microscopie électronique à balayage. Et donc, en fait, on aimerait aller plus loin, parce qu'en fait, il est possible que ces micro-organismes, qu'on ne détecte pas à l'œil nu, bien sûr, aient aussi une influence dans les flux d'échange entre l'arbre et l'atmosphère, puissent interférer. Et donc, on a travaillé notamment à travers ce projet avec Ludwig Jarvillier, qui est un écologue mais microbiologiste, qui travaille dans le même laboratoire que moi, mais dans une autre équipe. Et donc pour l'instant, on a fait simplement une approche classique de culture sur boîte de pétri, que vous voyez ici, pour révéler quelques organismes présents sur les écorces des arbres. Et en fait, ça a été déjà intégré dans le projet, parce que Karine a pu créer un dôme géodésique à partir de ça.
Alors, oui, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce qui m'intéressait, parce que je suis un peu monomaniaque, donc c'était vraiment ces échanges entre l'humain et l'arbre, donc qui sont ces échanges invisibles, qui sont rendus visibles dans les boîtes de pétri, c'est-à-dire que j'opère une opération très simple que des enfants peuvent faire. On met sa main sur de l'agar-agar contenu dans la boîte de pétri, donc ça permet la culture des micro-organismes, et ensuite on gratte, c'est comme ça d'ailleurs qu'on le fait pour les prélèvements Ludwig par l'entrée, on gratte en fait la surface de différentes écorces d'arbres, et se développe à l'intérieur de ces boîtes de pétri la rencontre entre des micro-organismes humains et des micro-organismes d'arbres ou de lichens. Après, c'est un peu varié, il y a beaucoup de colonies sur un tronc d'arbre. Et j'ai voulu qu'on regarde ça comme une sorte de ciel en fait étoilé. Donc j'ai appelé ça constellation. Donc c'est un dôme pénétrable qui est donc constellé de boîtes de pétri. Ah pardon, je touche, c'est toi qui j'ai l'habitude, désolée. Donc voilà, et tu peux aller sur l'autre. Voilà, on peut regarder de l'intérieur et bien sûr de l'extérieur. Voilà, donc ça c'est de l'intérieur et ensuite de l'extérieur. Et encore, je crois que... Voilà, et ce qui est étonnant, c'est qu'à Berlin toujours, j'ai rencontré l'équipe, donc un peu les collègues de Claire à Berlin, qui travaillent au jardin botanique et qui sont dans un laboratoire qui est plutôt spécialisé dans les fungi, donc les champignons, et surtout leur forme souterraine, la forme mycélium, et justement la forme qui rentre en interaction parfois avec les arbres, même souvent. Et ce qui est étonnant, c'est que Matthias Rilich, qui est le chef de ce laboratoire, lui a déjà écrit et théorisé ce phénomène. Il appelle ça community coalescence, et qui est donc la rencontre fortuite de deux colonies de micro-organismes qui ne sont pas censés se rencontrer parce que hyper spécialisés pour des domaines différents. Donc c'est ce que je fais en fait sur ces dômes géodésiques. Je fais des community coalescence en fait. Donc ça m'étonnait de rejoindre moi dans une pratique que je trouvais assez simple, de voir que voilà, on est le produit voilà, de ces micro-organismes divers et variés, et que finalement des chercheurs aussi travaillaient dans ce domaine-là. Et non, c'est... donc, si c'est simplement pour conclure un peu l'intervention, je restais sur une image un peu de cette respiration de l'arbre rendue visible. Donc, c'est la suite pour moi des projets. Là, le film est terminé, on l'a fini en mars avec Gabriel. Et là, c'est de travailler justement avec cette équipe de Berlin. Et peut-être que justement ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir retravailler avec Claire pour la suite du projet, parce qu'il s'avère que les fungi jouent aussi un grand rôle sur l'interrelation des arbres, comment eux-mêmes peuvent se transmettre des informations, et c'est aussi quelque chose de très prospectif qui n'est pas encore très bien connu. Alors, moi j'ai plusieurs questions qui viennent, c'est complètement passionnant. En vrac, et puis après on passera le micro dans la salle. Cette question de l'expérience scientifique, qu'on sort de son contexte scientifique et qu'on amène sur un autre terrain, donc, en l'occurrence le terrain artistique. Donc comment est-ce que quel est votre point de vue sur la marge de licence artistique dans cette dimension-là? La deuxième chose qui m'a un peu surprise, c'est que les bactéries sur l'écorce des arbres n'avaient pas été prises en compte. Donc voilà, comment se gère la science par rapport à ça. Et la troisième chose, c'est que les arbres, c'est effectivement gros, comme tu me disais, on peut les embrasser, mais comment est pris en compte le reste du végétal dans sa partie respiration? Est-ce qu'il y a le même type de recherche sur du végétal moins encombrant comme l'arbre? On va commencer par ça. Donc c'était quoi? Les études sur la respiration? Ah non, c'est sûr,
la respiration n'est pas étudiée que sur les arbres, hein, c'est étudié sur l'ensemble des espèces végétales et aussi animales. Et donc moi c'est l'approche expérimentale que j'ai développée, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, des approches modélisation, que ce soit pour tout végétal, tout animal, de comprendre vraiment les processus qui sont à la base de ces mécanismes. Il y a des mécanismes à l'échelle de la cellule, il y a des mécanismes à l'échelle de l'organe et de l'organisme. Et puis ensuite, on passe à la population, à l'écosystème, etc. Donc à chaque fois, dans l'écologie, on a ces différents niveaux qui sont à chaque fois utilisés, quel que soit le processus scientifique. Et c'est le cas aussi pour la respiration. Et cette idée de sortir, ce que j'appelle sortir l'expérience scientifique du labo, même si là le labo c'est la forêt en partie, pour la transposer ailleurs, et comment se passe la transposition, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on perd et comment on la transmet. Est-ce que vous avez l'idée de transposition? Moi, ce que je peux dire, c'est que justement, en tant qu'artiste, je vois beaucoup de propositions sur la science qui me déplaisent, parce que pour avoir la chance de rentrer dans j'ai eu la chance de rentrer dans plusieurs laboratoires, et il y a un univers visuel qui est assez fantastique, tel que, avec notamment quand Claire m'a montré les photographies microscopiques des échantillons qu'ils avaient prélevés sur les troncs d'arbres, c'est magnifique en soi, il y a une vraie beauté plastique, mais c'est de la science 100%. Et donc là, moi, tout mon travail sur notamment le film, ça a été, le protocole n'existe pas, vraiment c'est du détournement de travail scientifique qui a été accepté par Claire. Et là, je pense que si le côté scientifique qui reste, c'est vraiment qu'on retrouve cette idée d'étudier la respiration de l'arbre et de la rendre visible, c'est peut-être plutôt de faire découvrir ça après à un autre public. Mais moi, je tenais vraiment à ce que la forme, elle soit plutôt liée vraiment au film d'artiste, au film expérimental. Donc on est vraiment dans une approche du sensible. Et d'ailleurs, la caméra, si j'ai effectivement utilisé une caméra thermique, c'est pas du tout une caméra qui est utilisée par Claire, par exemple, sur le terrain. C'est une caméra qui est utilisée dans les usines pour détecter les fuites de gaz. Donc c'est vrai que là, pour moi, on s'est vraiment emparé de l'objet, et ça a été aussi beaucoup de dialogue avec Claire, de voir ce postulat-là. Aussi, on était assez d'accord sur l'idée de voir la respiration. Pour elle, elle trouvait que c'était vraiment aussi important, je pense, que tout à coup, de rendre perceptible son objet, un de ses objets d'étude principaux. Sortir du schéma, c'est pas mal. C'est vrai que parce que nous, on mesure la teneur en CO2, mais on ne le voit pas. Donc l'appareil que nous on utilise, ce sont des IRGA, on mesure la teneur, mais on ne voit pas le CO2. Et c'est vrai qu'en discutant avec Irène, j'avais imaginé visualiser ces flux de CO2. J'en parle beaucoup aux étudiants, mais vous savez que vous avez un arbre, vous avez un flux de CO2 en permanence, et on ne le sent pas, on ne le voit pas. Et donc c'est vrai qu'au départ, je me dis peut-être qu'on va trouver une caméra qui nous permet de voir ces flux. On l'a fait un peu indirectement. Et donc c'est vrai que ça... Après, je pouvais trouver aussi des questionnements scientifiques derrière en me disant, si je spatialise les flux CO2, est-ce que pour une écorce telle qu'un chêne, plus ou moins épaisse, craquelée, est-ce que les fuites de CO2 sont plus importantes à certains endroits ou pas? Voilà. Donc il y avait aussi ça que j'aurais bien aimé visualiser. On ne peut pas parce qu'on n'a pas la caméra adéquate, mais il y avait aussi un questionnement scientifique qui vient tout de suite derrière. En fait. Après, je me rappelle qu'avec les caméras thermiques toutes simples, il y a eu des choses aussi que même Ludwig, qui est plus spécialisé dans les micro-organismes, nous disait, c'est qu'on a découvert des grandes différences de température, là, très simples, entre évidemment l'extérieur du tronc et l'extérieur de l'écorce et l'intérieur, et que pour lui aussi, ça peut être l'objet d'avoir différents types de micro-organismes. Et encore une fois, là, on est vraiment dans le prospectif au niveau scientifique, parce que pour l'instant, mais on doit refaire une série de microscopies d'ailleurs en juin. On est vraiment dans c'est une sorte moi je sors des pièces et moi aussi c'est pareil, j'ai un temps de digestion par rapport à toute cette imagerie, par rapport à tous les éléments que je peux appréhender directement du labo, parce que je veux pas les réutiliser comme ça. Là on est dans le champ du prospectif scientifique pur, et là on n'est pas dans le travail artistique. Mais encore une fois, on peut faire des wallpapers avec des images de microscopie. C'est vraiment étonnant, on dirait des paysages lunaires, des paysages fantastiques. Il y a vraiment quelque chose de vraiment d'étonnant, mais en soi, pas dans Et ce que je peux dire aussi dans cette relation, en fait, de sortir un protocole scientifique à l'extérieur, en fait, donc c'était des protocoles que moi je connaissais bien, que j'ai utilisés pendant des années pour faire ces mesures de respiration, et donc là on les a utilisés différemment, avec des éclairages différents, et comme on vient de le dire, il y avait d'autres questions scientifiques qui surgissaient et qui pouvaient prolonger les
études de respiration avec d'autres outils éventuellement, etc. Donc en fait, c'est comme si la science, en passant par ce trajet de projet, pouvait faire émerger aussi d'autres choses et des collaborations, que ce soit avec l'artiste ou avec d'autres chercheurs. Voilà, il y a des gens qui ont envie de dire des choses, poser des questions ou commenter ou ajouter vos propres remarques. Le premier tour, bonsoir. Au niveau des calculs, est-ce que les calculs ont été à différentes saisons? Parce que j'imagine que... Bonne question. Effectivement, en fait, j'en ai pas parlé, là, mais les flux de CO2 sont très dépendants notamment de la température et aussi si l'arbre est en croissance ou en dormance pendant l'hiver. Donc là, les arbres, ils n'avaient pas encore débourré, c'était en avril, début avril. Donc en fait, ils étaient plutôt en état de respiration, d'entretien, ce qu'on appelle. Et donc les flux sont très faibles. Donc c'était d'autant plus difficile, enfin il fallait attendre plus longtemps pour les lancers. Mais donc on a fait les mesures in situ au moment au jour J pour avoir la vraie valeur de flux de CO2. Bonsoir, merci pour ce travail magnifique. Les cloques que vous avez créées sur l'arbre, c'est pour concentrer le CO2, sinon la surface ne sera pas assez. Et voilà, parce qu'il y a un ppm, ça veut dire partie par million. Oui. Donc c'est vraiment très léger ce flux, très léger. Nous, quand on fait une bouffée d'air, c'est 50 000 fois. En fait, l'arbre respire sur tout son tronc. Ah oui, partout. C'est un extrait du tronc que vous concentrez. Ouais, exactement. Par rapport au CO2. Exactement. Sachant, j'en ai pas forcément parlé, mais en fait, le CO2 qui est respiré par les racines en souterrain peut se dissoudre dans la sève qui monte pendant l'été et en fait ressurgir à l'extérieur au niveau des troncs ou des branches. Donc c'est un mélange. Une dernière question. Le CO2 rentre et ressort, mais il en reste dans l'arbre, je crois. Ah oui. D'accord. Enfin, il y a du carbone organique, du sucre, du liquide, etc. Ça, c'est du carbone organique qui a été capté par les feuilles, qui est devenu du matériel organique. Carbone, d'accord. Sucre, lignine, bois. Et il y a ce carbone CO2 gazeux qui est libéré par la respiration des cellules vivantes qu'on a dans le bois. Dans le bois, il y a des cellules mortes, mais aussi des cellules vivantes qui libèrent du CO2, qui diffusent à travers l'écorce et qui se retrouvent dans l'air. Non mais continuez. Mais parlez bien dans le micro. Et cette respiration, alors, est-ce que c'est un peu de l'ordre de tout vivre ça m'a fait penser à la résonance un peu. C'est-à-dire qu'à un moment, on redescend et on remonte. Quoi. Et toute la matière est comme ça. Et j'ai senti dans votre travail à vous deux comment quelque chose de un peu holistique qui dépasse cette vision-là qu'on avait un peu de Descartes. Voilà. L'information, la machine, l'automate, le vivant s'en fout. Et là, on est dans le vivant, mais avec en plus une petite dimension, pas spirituelle, mais une dimension, le côté sensible au-delà du calcul rajoute cette plénitude qui... Ça, c'était vraiment une volonté, quoi. Parce que c'est là où moi j'interviens un peu plus, c'est-à-dire que c'est ma manière d'exprimer la chose, et là-dessus on s'est bien croisé avec Claire très vite. On était sur la même longueur d'onde sur ce qu'on voulait faire passer de l'art, justement, de ce qui nous entoure. Je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire que je pense que penser le monde de demain aujourd'hui, c'est d'abord, en Occident en tout cas, se rappeler que voilà, on est d'abord un élément du tout. Quand on regarde justement, j'ai appris à regarder les arbres phylogénétiques aussi, du vivant sur Terre, on voit qu'on est une micro-lamelle, enfin on n'est même pas, les mammifères sont une micro-lamelle dans cet arbre phylogénétique, et donc l'humain c'est un point dans cette micro-lamelle, et quand on voit cette constitution du vivant, on comprend mieux qu'on s'inscrit dans un tout qui est extrêmement compliqué et intriqué, et que se penser comme on se pense aujourd'hui, c'est vraiment commencer mal à repenser le monde, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, et que passer par cette expérience toute simple de se redire, ok, on est autour, tout le végétal respire en même temps que nous, donc même en ville, il y en a, on peut peut-être repenser les choses d'une autre manière, déjà simplement ça, peut-être qu'on pensera mieux après, voilà. Et
ça, c'est cette dynamique du carbone via la respiration, mais même nous, on est fait de carbone. Si on enlève nos troncs, il reste de la matière sèche, 50% c'est du carbone. Et ce carbone-là, il y a probablement quelques atomes qui ont été dans un arbre auparavant, et qui a été beaucoup d'autres choses aussi. Hein. J'aurais une question à poser par rapport au vocabulaire utilisé, et notamment l'anthropomorphisme assez facile qu'on peut tous avoir, ou en tout cas que certains ont aussi plus que d'autres, que ce soit par rapport aux animaux, mais aussi par rapport aux plantes. Donc, vous avez beaucoup insisté sur le fait que nous, quand on respire, on crache un gros morceau de carbone d'un coup, de gaz carbonique d'un coup, alors que le végétal va diffuser. Et est-ce que, justement, dans cette nouvelle appréhension d'être tous ensemble dedans, enfin, la formule de Rosie Braidotti, que j'aime beaucoup, qui est "We're all in it together", est-ce que cette idée de respiration est encore un mot qui convient? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas inventer une autre métaphore? Ou est-ce qu'elle est scientifiquement fondée? Voilà. Ah ben, elle est scientifiquement fondée. Après, il n'y a pas que ça. mais rien par la respiration, qui est déjà bien acquis scientifiquement, on peut voir tous ces liens et en permanence. Quoi. Et c'est une dynamique avec... Si c'est un flux continu, est-ce qu'on peut parler de la même façon? Je sais pas. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser la respiration? Inspirer, expirer. Ah ouais, c'est ça que je veux dire. En anglais, il faut la différence entre respiration et breathing. Parce qu'on a des mécanismes respiratoires en plus de la respiration cellulaire, on va dire. Mais c'est vrai que l'arbre n'inspire pas, il n'expire pas, mais il y a un mécanisme de respiration à l'échelle de la cellule, comme nous, et ensuite c'est de la diffusion ou de la dissolution dans la cellule. C'est pas tout à fait les mêmes mécanismes. L'analogie. Mais voilà. Quelqu'un d'autre? Ah oui, si, excusez-moi, j'ai une question. Dernière question. C'est une question un peu technique. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, au tout début de votre présentation, que vous faisiez la mesure, je ne sais plus qui en a parlé au début, enfin, peu importe, vous faisiez la mesure des flux, donc du carbone. Okay. Et cette mesure, vous la prenez comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mesurez en réalité? Alors, spécifiquement pour ces flux de respiration des troncs, on pose la chambre. Cette chambre, par des tuyaux reliés à un IRGA, qui est un appareil qui mesure la teneur en CO2 dans un atmosphère. Donc là, on mesure dans l'atmosphère de la chambre. Et comme la chambre reste un moment sur le tronc, le flux de CO2 du tronc s'accumule dans cette chambre et on mesure la teneur d'élévation du CO2 dans cette chambre. À quelle vitesse? Il y a d'autres méthodes, mais voilà, c'est une des méthodes. Et comment on mesure le CO2? C'est un capteur? Le CO2 est un gaz qui absorbe les infrarouges, et donc IRGA, en fait, c'est un analyseur de gaz à infrarouge, en fait. Donc c'est par cette méthode-là. Le CO2 est un gaz à effet de serre, et tous les gaz à effet de serre, donc, on dépend d'absorption dans l'infrarouge. Je ne peux plus vous expliquer pour l'instant. Merci beaucoup. François-Joseph est artiste et scientifique, à moins qu'il ne soit scientifique et artiste. Bref, il est collaboration art-science à lui tout seul. Et il est, dans sa version scientifique, professeur au département de biologie de l'Université de Montréal. Et il travaille sur l'application des méthodes statistiques et de la théorie des graphes à la phylogénétique, à la systématique et à la génétique des populations. En tant qu'artiste, dans son autre, sa création repose également sur la biologie et sur les micro-organismes, on peut dire ça, sur les bactéries, partant dans son parcours de l'ADN au microbiome aujourd'hui, dans les formes artistiques, de la chorégraphie à la performance, en incluant également des éléments visuels. Et donc je vais lui laisser la parole, il travaille un peu sans filet, mais ce soir c'est la soirée présentation-performance. Au Larsen.
Non, je ne suis pas François-Joseph Lapointe. Qui suis-je alors? Que suis-je, vraiment? 50% des cellules de mon corps ne sont pas des cellules humaines. 99% des gènes de mon corps ne sont pas des gènes humains. Je ne suis pas qui vous croyez. Je respire donc je suis, je mange donc je suis, j'avale donc je suis, je digère donc je suis, je défèque donc je suis, je touche donc je suis, je baise donc je suis, je crois donc je suis. Toutes mes actions affectent qui je suis. Toutes mes rencontres changent qui je suis. Je ne suis plus vraiment humain. Je suis la somme de mon génome et du génome de toutes les bactéries qui vivent sur moi, autour de moi, à l'intérieur de moi. Je suis un paquet de microbes sur deux pattes. Je suis un super-organisme. Aujourd'hui, ce super-organisme qui se tient debout devant vous, ce paquet de microbes sur deux pattes, va vous entretenir de la choréogénétique à l'art métagénomique, rétrospective d'une pratique paradisciplinaire à la frontière de la performance et de la biologie moléculaire. J'ai essayé de faire le titre le plus long qui soit. Ne craignez rien, je vais résumer tout ça à 3 mots que j'ai mis en bleu ici et que j'ai isolés. Choréogénétique, métagénomique, paradisciplinaire sont les 3 thèmes clés desquels je vais vous entretenir ici ce soir. Chapitre 1, qu'est-ce que la choréogénétique? Eh bien, c'est l'approche que j'ai développée dans le cadre de ma thèse de doctorat en danse. Approche assez paradoxale. On recule, s'il vous plaît. On recule. Approche assez paradoxale, car elle implique d'éliminer le chorégraphe, il fallait quand même avoir du front pour le faire en danse, pour le remplacer par une molécule d'ADN. C'est-à-dire utiliser des processus de création objectifs en n'utilisant non pas les a priori du chorégraphe, mais une structure totalement objective. Alors, vous avez ici l'organigramme qui nous explique comment la choréogénétique fonctionne. Il suffit simplement de créer une partition chorégraphique qui représente l'ADN du danseur. Donc, toutes les étapes sont ici indiquées. En utilisant cette partition-là, basée sur 4 lettres représentant l'alphabet du code génétique, les A, T, C, G. Et c'est cette suite interminable de A, T, C, G qui représente chacun des interprètes qui est par la suite dansé dans le cadre de performances publiques. Ici, vous avez un exemple d'une performance que j'ai interprétée le 29 avril 2007, donc il y a plus de 10 ans. C'est une suite interminable de A, T, C, G que vous avez ici. Vous avez un extrait ici des 40 premiers mouvements de cette chorégraphie. Chaque nucléotide, chaque A, T, C, G étant associé à 4 mouvements. Donc c'est une chorégraphie interminable qu'il est impossible de mémoriser et pour laquelle j'utilise des spectateurs. Donc la diapo suivante qui devrait être une vidéo, donc si on fait passer le premier vidéo, je vais vous donner un petit extrait qui explique comment la choréogénétique fonctionne. Donc, tout d'abord, vous avez un membre du public qui entre dans l'espace scénique et je lui donne la partition chorégraphique, qui est la feuille que vous venez de voir, ainsi qu'un tube contenant mon ADN. Et c'est le spectateur qui va dicter, un après l'autre, les mouvements que je dois exécuter. Donc, si le spectateur me dicte un A, j'interprète un A, et ensuite un T, un C, un G, etc., et ainsi de suite. Vous voyez que l'espace scénique, ma cellule, si vous préférez, est un monte-charge qui se déplace à la place des Arts de Montréal, donc qui va à certains moments s'ouvrir vers des espaces de répétition des grands ballets canadiens, comme on voit ici. Et c'est une performance qui a duré pendant 3h20, donc vous voyez, j'ai fait un petit montage ici. Ici, on est à peu près à la fin de la performance, je suis en train de mourir. Je suis sorti déjà 2 fois pour vomir à ce moment-là, donc c'est véritablement un marathon de mouvements interminable que je continue à exécuter. Le spectateur, dictateur, comme je l'appelle, dicte lui-même la séquence de mouvement, le tempo, c'est lui qui impose si je dois prendre une pause ou non en regardant mon état de fatigue, ici mon épuisement total, alors que je n'arriverai jamais à épuiser la séquence de lettres que compose mon ADN. On peut revenir à la présentation maintenant. Donc voilà pour la choréogénétique.
Ce n'est pas celle-ci, c'est l'autre à côté. Voilà, pour la choréogénétique, on va passer au deuxième mot-clé, qui est la métagénomique. Donc, qu'est-ce que la métagénomique? La métagénomique est un dérivé de la génomique. Donc, si on continue plus loin, donc vous connaissez tous le projet du génome humain, qui pendant 13 ans a eu pour but de déchiffrer l'ensemble de tous les gènes qui composent notre corps. La métagénomique fait appel aux techniques de séquençage nouvelle génération qui permettent maintenant, en une semaine à peine, de séquencer un génome complet. Donc, ça nous a pris plus de 10 ans pour le génome humain et le génome de micro-organismes qui nous permettent d'étudier la biodiversité bactérienne, en particulier, en une semaine, on est capable de les séquencer. La métagénomique, on revient, la métagénomique, qu'on appelle aussi génomique environnementale, permet d'extraire l'ADN de tous les micro-organismes, bactéries, champignons et autres qu'on trouve dans l'environnement. Par exemple, si j'échantillonne ce verre d'eau ou une pelletée de terre, pour étudier finalement la communauté d'organismes que nous avons et non pas un seul organisme à la fois, comme on utilisait dans la génomique. Donc, ce que cette métagénomique-là, appliquée à l'humain, a révélé, c'est le fameux projet du microbiome humain, c'est que nous sommes composés à très grande partie, à 99 quelques centièmes % de bactéries, et uniquement 1% de nos gènes sont des gènes humains. Donc, les différentes parties du corps sont associées à différentes communautés de micro-organismes, et dès lors, nous ne pouvons plus vraiment considérer Homo sapiens comme une espèce composée d'un seul génome. Et si le génome est considéré comme étant le livre de la vie, le métagénome, c'est la bibliothèque de la vie. Nous sommes en fait multiples. Et suite à la découverte du projet du génome humain, il y a maintenant une explosion de projets en métagénomique qui s'intéressent à différents sujets, tels qu'ici le projet du microbiome intestinal, le projet du microbiome cutané, le projet... On continue. Je vais vous en défiler 50 comme ça. Le projet du microbiome facial, le projet du microbiome axillaire, le projet du microbiome ombilical, le projet du microbiome dentaire, on continue, le projet du microbiome vaginal, le projet du microbiome mammaire, le projet du microbiome séminal, le projet du microbiome conjugal, le projet du microbiome néonatal, le projet du microbiome alimentaire, le projet du microbiome fécal, stop. Oui, transplantation fécale qui permet de guérir des maladies chroniques telles que infection assez difficile. Comment on fait ça? On fait une transplantation de matière fécale d'un organisme sain, un individu malade, et en 24 heures à peine, un individu pour lequel c'est difficile et résistant à tous les antibiotiques par transplantation fécale est guéri. On continue. Vous avez les animaux, projet du microbiome canin, ou encore projet du microbiome félin, projet du microbiome floral, ici, qui pollinise les plantes, projet du microbiome domestique, projet du microbiome téléphonique, on peut vous identifier en regardant votre signature sur vos téléphones, projet du microbiome environnemental, et, je crois que c'est la dernière, projet même du microbiome intersidéral, c'est-à-dire les bactéries qu'on trouve sur la Station spatiale internationale. Bon, la métagénomique n'est pas ce qui m'intéresse ici, donc on remplace la métagénomique par l'art métagénomique. Comment les artistes utilisent ces nouveaux outils de la biotechnologie pour en faire de l'art. Donc, bien sûr, depuis la découverte de l'ADN par Watson et Crick dans les années 50 et le prix Nobel de médecine, plusieurs artistes ont utilisé l'ADN soit comme substrat métaphorique ou encore véritablement comme substrat de création, en particulier pour faire des autoportraits sur la base d'ADN. Ce que la métagénomique nous offre maintenant, c'est un nouveau paradigme de recherche-création qui se base non pas sur l'ADN uniquement d'une espèce Homo sapiens, mais l'ADN de toutes les bactéries qui nous composent. Et c'est ce travail qui m'intéresse et sur lequel je vais vous entretenir maintenant. Donc, principalement dans le cadre de mes recherches, j'essaie de modifier mon propre microbiome, mon propre métagénome, dans le cadre de performances expérimentales, et je récolte des données avant, pendant et après cette performance pour en faire ce que j'appelle des éco-portraits métagénomiques ou des microbiomes selfie. Donc, je vais vous présenter ici 4 projets, diapo suivante s'il vous plaît, particuliers. Je touche donc je suis, je mange donc je suis, je baise donc je suis et je crois donc je suis. Les autres existent aussi, je n'ai pas le temps. Premier projet, je touche donc je suis, c'est une série de performances qui a été initiée en 2014 et qui a pour but de visiter dans une ville, et de serrer la main au plus grand nombre de gens possible pour étudier la dynamique de contamination des bactéries sur la paume de ma main droite. Si on va à la diapo suivante, qui est en fait une petite vidéo qui va vous expliquer comment ceci fonctionne. C'est une vidéo qui a été réalisée au Musée de la médecine à Copenhague en
2014. Alors, vous voyez, naturellement, au début, on commence par se laver les mains pour enlever toutes les bactéries. Et j'ai une armée d'assistants qui travaillent avec moi pour récolter le microbiome cutané qui est dans la paume de ma main. Et ensuite, on investit les lieux pour serrer la main dans les cafétérias, dans les salles de cours, 5, 6, 7, 8, et on compte comme ça. À chaque 50 poignées de main, on prend un échantillon. Cet échantillon-là, donc, est pris sur ma main droite. On l'insère dans un tube. Le tube est ensuite conservé sur glace jusqu'à ce qu'on l'analyse au laboratoire. Et on continue, on serre la main. Certaines personnes sont plus ou moins enthousiastes, d'autres ne veulent pas du tout me serrer la main. Et ainsi de suite. On va dans les laboratoires, on serre la main à des scientifiques qui, bien sûr, sont très enthousiastes à me serrer la main. Et on recommence. 50 poignées de main plus tard, on reprend un nouvel échantillon qu'on met sur place. Et ainsi de suite. On investit les lieux où les médiatrices expliquent ce qui se passe. Certaines personnes ne veulent pas me serrer la main, parce qu'ils sont rendus à 850 poignées de main, se lavent les mains. On va dans les laboratoires, toujours à la recherche de mains. On se promène dans les couloirs à la recherche de mains à serrer. On rentre dans certains lieux où les secrétaires sont très enclins à nous serrer la main. On investit la bibliothèque. Et finalement, après 4 heures de performance, c'est la 1000e personne à qui j'ai serré la main à Copenhague. On revient... je n'ai plus de vidéo, ça va être beaucoup plus facile maintenant. On revient à la diapo suivante. Alors, donc, 1218 poignées de main, 10 octobre 2014, au Musée de la médecine à Copenhague. J'ai réalisé cette expérience-là par la suite à Montréal lors de la Nuit Blanche. Vous avez une Nuit Blanche à Paris, il y a une Nuit Blanche à Montréal. 1000 poignées de main en février 2015. Par la suite, à San Francisco, lors de l'exposition Quantified Self en juin 2015, 1001. À partir de ce stade-là, j'ai décidé de faire 1001 poignées de main. Je trouvais que ça sonnait mieux que 1000 poignées de main. Ainsi de suite. En Australie, à Perth, la conférence du National Experimental Art Forum, 1001 poignées de main. Par la suite, à la Transmédiale de Berlin, il y a à peu près 1 an d'ici, encore 1001 poignées de main. Et pour terminer, l'exposition Culture as Medium à Baltimore, 1001 poignées de main. Les photos que vous voyez là, en fait, sont des photos prises avec une caméra GoPro qui est harnachée sur ma poitrine et qui montre la réaction des gens à qui je serre les mains. On retourne au laboratoire. On revient à un diapo plus 2 avant. Non, la suivante. Stop. On retourne au laboratoire et voici un égo-portrait métagénomique des bactéries récoltées sur ma main. Ce n'est donc pas des bactéries en culture comme on a vu à la diapo précédente, c'est une visualisation du réseau bactérien qui se trouve sur ma main. C'est finalement le réseau Facebook de bactéries ici, où les points représentent différentes bactéries et les liens sont des relations génétiques. Et vous voyez, ça c'est ce qu'on se trouve sur ma main après 150 poignées de main. Par la suite, 300 poignées de main, 500 poignées de main, 650 poignées de main, 850 poignées de main, et 1001 poignées de main. Voici la dynamique de contamination. Ma main est remplie de bactéries. On continue. Deuxième projet. Je mange donc je suis. Donc j'ai mis mon t-shirt pour bien le représenter. Barikanku, qui veut dire chauve-souris au sous-sous, l'origine de Batman. Donc, avec mes collègues du Muséum d'histoire naturelle à Paris, j'ai été en 2014 en Guinée pour récolter des chauves-souris. Donc, nous avons récolté des chauves-souris, nous avons prélevé le microbiome oral des chauves-souris pour l'analyser, mais j'ai également mangé une chauve-souris dans l'espoir de devenir Batman. Je mange, donc je suis. J'ai prélevé, bien sûr, mon échantillon de microbiome oral avant avoir mangé la chauve-souris et après avoir mangé la chauve-souris. J'ai prélevé le microbiome oral de la chauve-souris avant l'avoir mangé. Après l'avoir mangé, il n'y avait plus de microbiome oral de chauve-souris. Et, bien sûr, vous pensez dans votre tête, Guinée 2014, Ebola. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de manger de la chauve-souris. Vous savez peut-être que la chauve-souris est suspectée comme étant un des réservoirs du virus. Et donc, on était dans la brousse. Il y a eu une interdiction de manger toutes les viandes de brousse, c'est-à-dire pas de singe, pas de rat, pas de chauve-souris, pas de porc-épic. J'ai mangé tout ça et j'ai survécu. La preuve est cette métamorphose que vous voyez ici devant vous. Donc, vous avez ici 2 égaux portraits métagénomiques avant avoir mangé la chauve-souris, après avoir mangé la chauve-souris. Ce qui est rouge, c'est le microbiome oral de mien, de l'humain. Ce qui est jaune, c'est la chauve-souris. Avant les avoir mangés, les deux sont séparés. Après l'avoir mangé, il y a un petit peu de chauve-souris en moi. Donc, je suis peut-être Batman partiellement. Projet suivant.
celui du microbiome Kama Sutra. Je baise, donc je suis. Donc le protocole est très simple. Il suffit de trouver un partenaire sexuel, faire signer le formulaire de consentement, très important, pratiquer différentes positions du Kama Sutra, récolter des échantillons de microbiomes avant, pendant et après, puis tourner au laboratoire, faire des selfies. Bon, il se trouve dans le cas qui m'intéresse ici, on peut continuer, que ma femme était volontaire pour faire l'expérience, et donc j'ai échantillonné mon microbiome oral, urétral, anal et digital. Digital, c'est les doigts. Et pour ma femme, son microbiome oral, vaginal, anal et digital. Et vous avez ici une espèce de combinatoire du microbiome Kama Sutra avec toutes les combinaisons possibles et impossibles. Certaines sont impossibles, d'autres ont été refusées. Et nous continuons. Voici le résultat. Désolé, je ne voulais pas vous faire cet effet, mais si ça vous intéresse, j'ai des formulaires de consentement. Vous avez ici le résultat de ce mélange du microbiome oral de ma femme, en rose, à mon propre microbiome en bleu, suite à un long baiser. Donc finalement, c'est après le baiser de Rodin, nous avons aussi le baiser bactérien, qui est finalement non pas un microbiome selfie ici, mais plutôt une espèce de portrait de couple de nos propres microbiomes qui se sont interchangés et dont la communication se passe aussi par les bactéries. Le projet actuel sur lequel je travaille, Je crois donc je suis, ou Je prie donc je suis, c'est le sacré microbiome, et qui se base en fait sur certaines pratiques étranges que certains fidèles ont dans certaines religions. Et je vous en donne en mille. Exemple, lécher la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Donc, n'importe quel humain normalement constitué ne ferait jamais ça dans le métro de Paris. Or, c'est possible. Donc, lors du jubilé de la miséricorde de l'année dernière, pendant 1 an, la porte était ouverte et les gens viennent, se frottent, embrassent et lèchent la porte. Et donc, bien sûr, j'ai voulu faire la même chose. J'y étais 4 jours avant qu'on ferme la porte. J'ai léché la porte, j'ai pris des échantillons, j'ai embrassé ma femme, j'ai pris des échantillons, je me suis gargarisé avec de l'eau bénite, j'ai pris des échantillons et les résultats, vous les verrez dans quelques semaines. Oui, je sais, il me reste 2 minutes. On continue. J'ai voulu faire la même expérience dans le fleuve sacré du Gange à Varanasi, où les gens plongent et reviennent complètement changés. J'ai quand même pas poussé l'exercice jusque-là, j'ai mis mes pieds, j'ai récolté des échantillons de microbiome cutané avant et après pour voir si j'étais rendu une sainte personne. Donc, je termine par la paradisciplinarité. Il me reste 2 diapos, ne crains rien, Annick. Qu'est-ce que la paradisciplinarité? C'est l'antidote au dualisme art-science. Art et science, art ou science, art versus science, art contre science. J'avoue que moi-même, je ne sais pas où me situer sur ce continuum. Et en fait, si on va d'un côté de la séparation, certaines personnes disent que l'art et la science procèdent de méthodes, d'objectifs et d'outils complètement différents. On a de l'autre côté art-science en un seul mot, qui serait la métaphore ou le fantasme d'un langage commun pour l'art et la science. Je fais ni un ni l'autre, et en fait, j'aime bien cette citation qui vient du traité du zen et de l'entretien des motocyclettes de Robert Pirsig. Je vous la lis. Nous sommes aujourd'hui submergés par un amoncellement de données scientifiques rassemblées à l'aveuglette, parce qu'il n'existe pas de schéma directeur permettant de comprendre la création dans les sciences. Nous sommes submergés par un foisonnement de nouveaux procédés pseudo-artistiques, parce qu'il n'existe aucune tentative de renouvellement en profondeur. Nous formons des artistes sans connaissances scientifiques et des savants qui ne connaissent rien à l'art. La solution, bien sûr, c'est l'éducation, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne habituellement. Les approches utilisées sont soit l'interdisciplinarité, soit la transdisciplinarité, ou ce que moi je favorise, la paradisciplinarité, qui est la pratique parallèle de l'art et de la science, avec à certaines rares occasions, c'est la petite flèche bleue et le soleil, anastomose, hybridation, point de rencontre, qui nous permet de créer Eureka. Ma dernière diapo. Et en fait, la véritable paradisciplinarité, c'est de refermer le triangle, et c'est ce qu'on fait ici ce soir, lorsque l'art et la science réussissent à investir le domaine public pour créer une discussion avec les gens qui sont ni artistes, ni scientifiques, ou les deux à la fois. Je vous remercie. Non, t'étais très bien. Bien, c'est un peu dur de prendre
prendre la parole derrière François-Joseph. Tu peux la prendre devant. Mais on va essayer. Est-ce qu'il y a déjà des réactions ou des questions? Moi j'ai des questions à lui poser, mais s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. C'était beau. Ah oui. Ouais, la première question que j'ai envie de poser, c'est justement comment, dans cette idée de la rigueur scientifique d'un côté et de la véracité, enfin de l'intégrité artistique de l'autre et de la licence artistique, comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre et quelle est l'intersection commune entre ton champ de recherche scientifique et tes méthodes de visualisation scientifique, par exemple, et ta recherche artistique et ta création artistique et les ponts, enfin, les passerelles entre les deux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ta présentation ce soir, tu as dit dans ma recherche et c'était ta création dont tu parlais. Donc je trouve qu'aussi ce flottement de vocabulaire là est intéressant. Mais comment est-ce que tu te gères au quotidien dans ces deux aspects et aussi par rapport à tes deux communautés? Parce qu'il y a un point important, c'est que François-Joseph revendique dans son CV scientifique, donc à l'Université de Montréal, de sa qualité d'artiste et de ses recherches artistiques. Ce qui n'est pas le cas de tous les scientifiques qui ont une double casquette, ni des scientifiques qui participent à des projets artistiques par ailleurs. Oui, c'est ma revendication première, qu'il est possible, et c'est le plaidoyer que j'ai tenté de faire rapidement pour la paradisciplinarité, c'est que le point de rencontre pour moi, c'est le projet en tant que tel. Tous les projets doivent avoir une double vie. C'est-à-dire, quand j'échantillonne 1000 poignées de main dans différentes villes, j'analyse les données scientifiquement selon un protocole très rigoureux. Qu'est-ce que je fais par la suite? J'écris un article scientifique dans des revues publiées, dans des revues scientifiques, à l'aide de ce protocole-là. Par contre, les mêmes données servent à faire des visualisations artistiques qui sont présentées par la suite dans des galeries, dans des musées. D'ailleurs, le simple acte de faire cette performance-là, je les appelle des performances / expériences. Je ne sais pas si c'est une expérience, je ne sais plus si c'est une performance, j'essaie de faire les deux à la fois. Et vous avez remarqué, il y a toujours des médiateurs scientifiques ou artistiques qui sont avec moi, parce qu'il est très important pour moi d'utiliser ce médium-là, la performance, pour aller à la rencontre du public, pour parler de science au public. La chorégraphie que je vous ai montrée, vous ne l'avez peut-être pas vue, s'appelait OGM, Organisme génétiquement mouvementé. Dès lors qu'une personne, un spectateur rentre dans l'espace et qu'on lui dit « Ah, voici un OGM », on lui donne ma partie, « Voici un OGM », ça enclenche une discussion qui nous permet de parler des OGM avec... Et notez qu'on pourrait penser que parce que je suis scientifique, j'ai déjà un a priori. Non, j'essaie de rester le plus souvent neutre et laisser aux gens du public avoir leur propre opinion. Donc oui, c'est pas facile à gérer dans ma tête, effectivement, des fois si c'est de l'art ou de la science, parce que je considère que mon travail scientifique est tout aussi créatif que mon travail artistique est une recherche. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça y répond, mais est-ce que par exemple, dans certains, quelle est la marge de liberté que tu te laisses dans la partie artistique on l'a vu je pense, mais de fantaisie, de choses qui peuvent paraître comme justement non dans la rigueur et dans le protocole? En fait, c'est parce que je n'avais pas le temps de vous montrer tous les protocoles, mais il y a un protocole très sérieux pour chacune de ces performances-là. Je vous l'ai dit pour le Kama Sutra, trouver un partenaire sexuel, faire signer le formulaire de consentement. Déjà, à partir du moment où on parle de formulaire de consentement, c'est parce que, étant professeur à l'Université de Montréal, je dois être approuvé par le comité d'éthique de la recherche. Donc, en fait, on m'a même dit, il faut absolument que ta femme signe avant que tu l'embrasses. Parce que si jamais un jour vous n'êtes plus ensemble et que je veux présenter ça dans des conférences, ben, elle peut avoir un droit de regard, elle peut avoir un droit de retrait. Bien sûr, si j'étais un artiste en studio, j'aurais jamais besoin de poser ces questions-là. Donc, il y a des contraintes que le milieu académique nous impose. Donc, en fait, tu parlais de liberté artistique. Les libertés artistiques sont les mêmes que les libertés scientifiques que j'ai, c'est-à-dire des contraintes qui sont liées à des considérations éthiques, des considérations méthodologiques, ou simplement ben, les normes du milieu. Quelqu'un a envie de... Mais il n'y a pas peur. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai le micro le plus long. C'est vrai. Je trouve en fait, vous êtes dans la symbiose, ce qui est très rare en fait entre l'art et la science.
Mais j'ai quand même du mal à saisir la différence que vous faites entre transdisciplinarité et paradisciplinarité, parce que pour moi, la transdisciplinarité, c'est en fait traverser et aller au-delà des disciplines. C'est ce que vous faites de façon merveilleuse, en fait. Hein. Et le fait d'être parallèle, j'ai du mal en fait, à saisir la différence en fait, que vous mettez entre les deux termes. C'est une très bonne question, parce que tout ce que j'ai lu sur la transdisciplinarité, je ne comprends toujours pas ce que c'est. Je crois que c'est un terme à la mode qui est galvaudé et qui est utilisé à toutes les sources. La différence que je fais entre l'inter, la multi, la trans et tous ces modèles hybrides où on va mettre en commun, et on l'a vu avant la pause, des artistes et des scientifiques qui travaillent ensemble au même projet. Moi, je suis un seul et même individu qui travaille à plusieurs projets. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça de la paradisciplinarité, parce que quand je fais de l'art et que c'est uniquement de l'art, il y a les codes et les règles de l'art. Quand je fais de la science, et je ne fais pas uniquement cette science-là, quand je fais d'autres types de sciences, j'utilise les codes de la science. Pour moi, la paradisciplinarité, donc c'est en parallèle utiliser les deux. J'utilise aussi la racine para parce que j'ai été parachuté dans le domaine des arts. Je suis un parasite de la science, peu importe. Mais donc, ces points de rencontre-là sont quand même assez rares parce qu'il y a effectivement des outils, des méthodes, des objectifs, des façons de faire qui sont complètement les mêmes, des langages qui sont différents. Et en fait, ce que je reproche des fois à l'inter et la transdisciplinarité, c'est d'essayer de chercher un langage commun, comme l'utopie de l'espéranto. L'espéranto n'a jamais fonctionné. Par contre, je considère que je suis un traducteur. Et si, par exemple, j'étais polyglotte et que je parle plusieurs langues, ben, je pourrais traduire mon discours en serbo-croate, en suédois, en anglais, en français. C'est ce que je fais dans mon travail. Je suis un médiateur, un intercesseur, un traducteur. Je connais le langage de l'art, je connais le langage de la science. Quand je parle à des scientifiques et que je veux leur parler de mes projets artistiques, je sais dans quels mots leur expliquer et vice-versa.